Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi aussi de remercier la Ligue marocaine de lutte contre le diabète pour cette invitation et qui va me permettre de traiter dans le grand chapitre diabète et pèlerinage les précautions à prendre chez les patients diabétiques insulo-traités. Alors, ces diabétiques qui souhaitent entreprendre le voyage du Hajj ont des besoins particuliers en ce qui concerne leurs pratiques religieuses et leur état de santé. Bien sûr, ceci implique des soins et une attention particulière afin de répondre afin de prévenir les complications possibles qui pourraient éventuellement survenir pendant les activités religieuses. Alors, le but de ma présentation, c'est de faire une sensibilisation des professionnels de la santé avec une incitation sur les messages éducatifs clés et bien sûr de proposer des stratégies pour la prise en charge efficace du patient diabétique insulo-traité, aussi bien dans la période du pré-Hajj, du Hajj et également du post-Hajj. Alors, je vais commencer par la période avant le pèlerinage où on doit entreprendre une visite médicale qui doit être réalisée en général 2 à 3 mois avant le départ. C'est la même chose, par exemple, comme pour le ramadan. Donc, elle permet d'assurer une bonne préparation qui doit porter sur l'éducation thérapeutique, l'évaluation de l'équilibre du diabète, l'ajustement des antidiabétiques oraux et bien sûr de l'insuline. Alors, un petit conseil entre parenthèses, c'est qu'on peut demander aux patients d'augmenter leur activité de manière progressive sur une période de 6 à 8 semaines, en particulier la marche, afin qu'ils puissent faire face aux rigueurs de l'activité physique du Hajj. Et bien sûr, ça va nous permettre, autant que cliniciens, d'ajuster leur traitement et leur dose d'insuline. Alors, cette évaluation médicale va permettre aux médecins traitants de faire une stratification du risque. Alors, j'ai trouvé quelques stratifications en ligne. Alors, en général, j'en ai tenu compte de celle-là qui, selon certains paramètres, évalue le risque encouru chez la personne diabétique qui va entamer le Hajj. Alors, qui va classer nos patients diabétiques, surtout insulo-traités, à risque modéré, surtout pour ceux qui sont sous insuline basale, bien sûr qui ont un équilibre glycémique à moyen. Par contre, ceux qui sont sous multi-injection, ceux qui ont un équilibre glycémique qui n'est pas bien, ceux qui ont des complications dégénératives, ils sont classés à haut risque et même à très haut risque. Donc, cette évaluation soigneuse de nos patients va nous permettre de fournir des recommandations de sécurité pour ceux qui sont jugés aptes d'entreprendre ce voyage. Alors, à côté, on peut décourager. C'est vrai que le mot est un peu fort à dire, mais au moins pour les personnes qui sont à haut risque ou à très haut risque, on doit inciter à ce qu'ils entreprennent un programme éducatif bien personnalisé pour minimiser effectivement ce risque. Alors, ce voyage où le patient va chercher la foi et il est en quête de spiritualité, il peut éventuellement perdre ses repères. Alors, entre autres, il ne faut pas oublier le type d'alimentation qui change. On a souvent plus d'activité physique. Je rappelle le tawaf, le sa'i, la longue marche entre Minan et el Muzdalifa, qui nécessite bien sûr de bonnes chaussures, mais aussi une grande énergie. Et qui dit une grande énergie, ça veut dire que ça nécessite un bon réajustement des doses d'insuline. Le temps qui aussi n'est plus le même, donc il y a le décalage horaire, il y a le retard à une correspondance, les grandes files d'attente et bien sûr les conditions climatiques qui changent, mais il y a des pics de froid, mais essentiellement il s'agit de forte climatisation, mais surtout les pics de chaleur avec le risque de déshydratation qui expose le malade à l'infection et expose le malade au risque de déshydratation et donc à l'hyperglycémie et même à la décompensation cétosique ou acidocétosique. Alors, notre programme éducatif doit être, comme je l'ai dit, assez complet et bien sûr personnalisé pour le patient diabétique insulo-traité. Donc, on doit
discuter de l'usage de l'insuline et des doses de l'insuline. On doit bien sûr s'assurer du self-monitoring de notre patient. Est-ce qu'il est indépendant ou est-ce qu'il dépend de tierces personnes pour ses injections d'insuline, de l'administration de cette insuline, stockage et même les techniques d'injection. Bien sûr, un petit rappel pour les gens qui sont porteurs d'une pompe à insuline sur la nécessité d'une hygiène corporelle et aussi une hygiène de l'environnement. Bien sûr, il faut revoir avec le patient les conseils nutritionnels. Je vais m'arrêter sur la prévention de l'hypoglycémie et insister sur le resucrage de ces hypoglycémies. Il faut rappeler à nos patients diabétiques qui se resucrent le plus souvent malheureusement avec des dates que ce n'est pas approprié, surtout pour les patients qui sont insulinotraités et qui risquent des hypoglycémies qui peuvent être profondes et avec un risque de perte de connaissance. Le resucrage doit être avec un sucre rapide, donc du sucre, du miel, du jus et carrément du soda, mais pas avec des dates qui pourraient ralentir ce resucrage. Et bien sûr, enfin, il faut bien sûr rappeler le risque infectieux dans notre programme d'éducation. Alors, avant d'entamer la conservation de l'insuline, j'aimerais bien parler de certains éléments qui doivent faire partie de la checklist de notre patient diabétique. Alors, le kit de surveillance de la glycémie, bien sûr, il faut insister sur l'importance de ces titrations selon l'alimentation, selon l'intensité de l'activité. Et bien sûr, je vais parler tout à l'heure de la réduction des doses d'insuline en fonction de ces paramètres. Bien sûr, le kit de la recherche des corps cétoniques que le patient doit avoir sur lui en cas d'hyperglycémie. Il faut toujours l'inciter à rechercher le risque de corps cétonique avant d'augmenter ce risque de décompensation acidocétosique. Bien sûr, les éléments de resucrage, j'insiste dessus. Et un dernier point, c'est que si le patient voyage seul, on lui recommande bien sûr de porter un bracelet d'identification médicale mentionnant le type de diabète ou bien sûr à minima une carte de diabétique qui peut être facilement accessible en cas de malaise. Alors le transport de l'insuline, là je vais parler du grand bagage et du bagage à main. Alors une ordonnance, bien sûr avec un certificat médical de voyage rédigé en français, en anglais et même si possible en arabe pour faciliter les démarches administratives aéroportuaires. Répartir une partie du matériel et de l'insuline dans le bagage à main et une autre dans le grand bagage parce qu'on sait qu'il peut y avoir des vols, mais beaucoup plus fréquemment une perte d'un ou des deux, la perte de l'un des deux est toujours possible. Alors, dans le bagage à main, tous les papiers, les formalités doivent être apportés de main. L'appareil de surveillance, les traitements, le lecteur de glycémie, les patchs, les stylos d'insuline, tout le matériel qui concerne le traitement et la gestion du diabétique doivent être apportés de main. Bien sûr, des encas, de quoi se resucrer et de quoi s'hydrater. Dans d'autres bagages, ce qui est le bagage qui peut partir à la soute, on mettra le reste de l'insuline. Il faut toujours prévoir pour plus de jours que la durée du séjour. Les fournitures en nombre assez suffisant, les lancettes, les seringues, les bandelettes, les cathéters, les piles de recharge. Alors bien sûr, les médicaments et insuline doivent prendre place dans un sac isotherme, je vais y revenir tout à l'heure. Le transport de l'insuline est autorisé en cabine aussi bien qu'en soute. Alors, a priori, il n'existe pas de risque de gel. La température, elle reste en général supérieure à 4 degrés Celsius. Alors, les passages sous les portuaires peuvent dérégler les pompes à insuline, il faut le dire. Et dans ce cas, le patient peut avoir deux solutions, soit enlever le dispositif avant le contrôle, soit conserver la pompe en la signalant à l'agent chargé des mesures de sûreté. Et là, il doit demander un certificat de douane au prestataire. Et une petite notion, c'est qu'il faut déconseiller de passer les capteurs de glycémie qui sont neufs sur les rayons X. Et là, il faut rajouter cette notion sur l'autorisation de transport pour ne pas avoir de problème avec l'agent de sécurité.
Alors, un petit rappel sur des conseils pratiques pour bien transporter et conserver l'insuline. Bien sûr, il faut assurer une bonne conservation. On peut trouver sur Internet une variété d'accessoires comme les pochettes isothermes réfrigérées avec des packs de glace ou encore des thermomètres pour les plus connectés. Alors, pendant son transport, il ne faut jamais exposer l'insuline ni aux rayons de soleil ni à la chaleur. S'assurer que la température du réfrigérateur à l'endroit où on va conserver l'insuline est bien comprise entre 2 et 8 degrés Celsius. Et je rappelle, ne jamais placer l'insuline dans le compartiment à glace ni au congélateur. Alors, pendant la période du post-Hajj, l'élément le plus important, c'est l'ajustement thérapeutique, c'est l'ajustement des doses d'insuline. Et je reviens à l'importance de l'autocontrôle glycémique qui va permettre aux patients de faire ces ajustements. Alors, pour les patients diabétiques de type 1 ou pour les patients qui sont sous insulinothérapie intensive, une combinaison d'insuline basale, glargine, des thémires, des gludecs, des analogues de l'insuline action rapide, la lispro, l'aspart, la glulicine, associés à un risque d'hypoglycémie qui est plus faible par rapport aux insulines qui sont prémélangées ou bien aux coformulations. Et là, je vais insister pour ne pas s'aménager, pour insister auprès de nos patients de switcher si possible et insister de ce switch vers les stylos analogues au lieu des insulines humaines, au moins pendant cette période de l'Hajj où le risque d'hypoglycémie est majoré. Pour l'insuline prandiale, il faut conseiller en partie d'éviter de prendre les doses en cas de repas sauté, en raison d'engagements religieux, et bien sûr, la posologie de l'insuline action courte et intermédiaire peuvent être réduites en général de 10 à 20% avant et pendant les trajets de longue marche. Un petit mot pour les thérapies par pompe à insuline parce qu'il reste quand même préféré, bien sûr, pour optimiser le contrôle glycémique pendant le Hajj. Il y a plus de flexibilité pendant les repas, minimise encore le risque d'hypoglycémie, mais chez ces patients, il faut toujours conseiller une réserve d'insuline injectable pour, bien sûr, en cas de panne de pompe. Pour les personnes qui sont sous insuline basale, je rappelle que ces personnes ont été classées à risque très modéré. Il faut faire un ajustement, bien sûr, en fonction des habitudes d'activité physique et bien sûr une association avec les analogues de GLP-1. Malheureusement, cette association fixe n'existe pas au Maroc, aurait des résultats meilleurs en termes de prévention d'hypoglycémie. Alors, pour les personnes qui sont sous schéma prémélangé, le choix est plus approprié pour les types d'analogues d'insuline, tels que l'insuline des glutecs avec l'insuline aspart, pour plus d'efficacité sur la variabilité glycémique et bien sûr pour une meilleure gestion des changements inattendus de la glycémie postprandiale qu'on voit chez nos patients à cause des habitudes alimentaires pendant le Hajj. Alors, juste un petit tableau récapitulatif qui montre les réajustements qu'on doit faire auprès de nos patients qui sont insulino-traités. Alors, après le Hajj, c'est également une période qui est très, très importante. Il ne faut pas oublier nos patients qui rentrent du pèlerinage, où il faut les reprendre, aussi bien pour un examen clinique complet, il ne faut pas omettre l'examen des pieds, et bien sûr une évaluation paraclinique et biologique complète. L'ajustement de leur thérapeutique doit en général se faire après 10 à 14 jours de leur retour, le temps de donner le temps que le patient revienne à ses habitudes et à son environnement habituel. Alors, je termine par dire que le pèlerinage pose un certain nombre de défis et bien sûr aussi bien pour les personnes diabétiques que pour leurs médecins traitants. Une bonne planification respectant les 3 étapes avant, pendant et après le Hajj est nécessaire. La visite médicale complète qui permet la stratification du risque de nos patients avec un programme éducatif thérapeutique complet et personnalisé qui va permettre et aider le malade à faire sa checklist pour ne pas omettre aucun élément pour sa bonne prise en charge et bien sûr insister que la clé d'une bonne gestion de ce pèlerinage est l'autocontrôle glycémique. Et merci.